Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème que beaucoup de gens connaissent. La difficulté, parfois même la peur, de prendre la parole quand on apprend une langue étrangère. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi si souvent les salles de classe deviennent complètement silencieuses. On a tous connu ça, pas vrai? Le prof pose une question, et là, c'est le grand silence. Un silence presque pesant. Pourtant, dans sa tête, on a peut-être une idée de la réponse, mais impossible de la sortir. C'est super frustrant. On a l'impression d'être seul dans ce cas, mais en fait c'est un problème extrêmement répandu. Et si je vous disais que le problème, la plupart du temps, ne vient pas des élèves? L'idée qu'on va explorer, c'est que la racine du problème est plus profonde. Elle est en quelque sorte cachée dans la manière même dont on enseigne les langues. Alors allons creuser un peu pour voir ce qui bloque vraiment la parole. Alors voilà, on peut identifier 3 obstacles majeurs, 3 raisons principales qui expliquent ce silence et qui empêchent les élèves de s'exprimer comme ils le voudraient. C'est parti, découvrons-les ensemble. Voici notre feuille de route. Premier point, l'exposition à la langue, qui est souvent très limitée. Deuxième point, la façon dont les leçons sont construites, souvent en morceaux déconnectés les uns des autres. Et enfin, le troisième, qui est peut-être le plus important, la peur de faire des erreurs. Le tout premier obstacle, on pourrait l'appeler la bulle linguistique. C'est une image assez parlante. En gros, la langue qu'on apprend reste enfermée dans un seul endroit, la salle de classe. Elle ne s'intègre jamais vraiment dans la vie de tous les jours. Concrètement, ça donne quoi? L'élève n'entend et ne parle français que pendant le cours. Une fois la sonnerie passée, c'est fini. À la maison, avec les amis, dans la rue, à la télé, c'est une autre langue qui prend le dessus. Comment voulez-vous devenir à l'aise à l'oral avec si peu d'immersion? C'est quasiment impossible. Passons au deuxième obstacle, qui concerne cette fois la méthode d'enseignement. On parle ici d'apprentissage en silo. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on découpe la langue en petites boîtes bien séparées. La grammaire dans une boîte, le vocabulaire dans une autre et l'oral dans une troisième, sans jamais vraiment faire le lien entre elles. Et le résultat, c'est un énorme fossé entre ce qu'on sait et ce qu'on sait faire. Par exemple, on apprend des règles de grammaire super complexes, mais impossible de les utiliser spontanément dans une phrase. On mémorise des listes de mots, mais ne viennent jamais à l'esprit dans une vraie conversation. Et l'oral, bien souvent, ça se limite à réciter un dialogue appris par cœur, ça tue toute créativité et toute spontanéité. Et on arrive au troisième obstacle. Celui-là, il est psychologique, et il est peut-être le plus paralysant de tous. La source utilise une expression très forte, la dramatisation de l'erreur. Ça veut dire qu'on fait de l'erreur quelque chose de grave, un véritable drame. Au lieu de considérer l'erreur comme une étape normale et même nécessaire de l'apprentissage, on la pointe du doigt. On la réprimande, parfois on la punit avec une mauvaise note. Forcément, ça crée un climat de peur. Et pour parler une langue qu'on ne maîtrise pas encore, il faut oser prendre des risques. Mais qui a envie de prendre un risque si c'est pour se faire sanctionner? Personne. Cette citation, elle résume tout. Un élève qui a peur de se tromper, qui a peur d'être jugé, c'est un élève qui se bloque. Et un élève bloqué, eh bien il ne parlera pas. C'est un vrai cercle vicieux. La peur de l'erreur mène au silence, et le silence, évidemment, empêche de progresser. Alors c'est une fatalité? On est condamné à rester silencieux? Heureusement non. Il existe une autre approche. Il y a des enseignants qui obtiennent des résultats incroyables, justement parce qu'ils font tout le contraire de ce qu'on vient de décrire. Alors, changeons de perspective et voyons ce qui marche vraiment. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a une approche fragmentée qui génère de la peur, de l'autre, une approche globale, intégrée, qui construit la confiance. Les profs qui réussissent, ils n'enseignent pas la grammaire pour la grammaire. Ils l'utilisent comme un outil pour s'exprimer. Et surtout, ils changent radicalement le statut de l'erreur. Et on touche là au point le plus crucial, le changement de mentalité fondamentale. Il faut accorder aux élèves ce qu'on pourrait appeler le droit à l'erreur. L'idée n'est pas d'ignorer les fautes, non, mais de redéfinir complètement leur rôle dans le processus. Voilà la nouvelle définition qu'il faut adopter. Une erreur, ce n'est plus une faute, c'est un tremplin. C'est la preuve qu'on essaye, qu'on teste des choses. C'est une étape indispensable pour apprendre à parler avec fluidité et sans angoisse. En fait, c'est simple, c'est en se trompant qu'on apprend. L'objectif final, c'est donc de créer un espace de sécurité. Un endroit où l'on se sent assez en confiance pour oser. Un endroit où la langue est vue comme un tout et où chaque erreur est vue comme une tentative courageuse, pas comme un échec. L'apprentissage, c'est un processus d'essai et d'erreur. Si on attend d'être parfait avant de se lancer, on ne se lance jamais. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question qui dépasse largement le cadre de la salle de classe. Que ce soit pour apprendre une langue, un instrument de musique ou n'importe quoi d'autre, si la recherche de la perfection nous bloque, comment peut-on créer des environnements, pour soi-même et pour les autres, où l'échec n'est plus une fin en soi, mais juste une étape sur le chemin? C'est une réflexion qui mérite d'être menée. Merci de nous avoir suivis.